Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Christian Dorsan qui vient nous présenter deux de ses romans policiers après être venu nous présenter un précédent roman qui était là édité chez Vibration Édition qui s'appelait Boutique Hôtel et le premier de nous deux qui part. Celui de nous deux qui part le premier. Celui de nous deux qui part le premier. C'était dans le désordre, mais c'était bien ça, oui. Voilà. Donc cette semaine, ce sera l'heure au roman policier. Donc bonjour Christian Dorsan. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous tous. Désolée d'avoir écorché le titre, de ne pas avoir révisé le titre avant de. Il est un petit peu long. On devrait le raccourcir, je pense. Donc voilà, cette semaine, c'est l'heure au roman policier. Romans qui ont été écrits avant, après Pour le quart d'heure Bagnolet, il a été écrit avant celui de nous deux qui part le premier. Et si je me souviens bien, À quel sein se vouer a été écrit entre les deux. D'accord. Entre celui de nous deux et Boutique Hôtel. Donc c'est deux styles, littérature blanche, roman policier. Vous alternez en fonction de l'humeur, en fonction de l'humeur, oui, tout à fait, puisque le roman policier quand même c'est quelque chose de très ludique, c'est un jeu d'écrire ces polars, puisqu'on s'amuse avec le lecteur, mais on s'amuse beaucoup en tant qu'écrivain, beaucoup plus que dans les romans, j'allais dire intimistes. On s'amuse à donner des fausses pistes, des faux témoins, etc. Donc c'est effectivement, c'est plutôt d'une humeur, j'allais dire, joyeuse, mais c'est quand même pas mal de travail aussi. Ouais. Oui, en termes de travail, mais après c'est aussi une manière de faire des pauses. Oui, tout à fait, oui, parce qu'on est sur un autre... On dit souvent que les romans intimistes, on est quand même en apnée quand on écrit, puisqu'on est vraiment à l'intérieur d'un personnage, et vraiment on est obligé d'être dans un état émotionnel proche de son personnage pour vraiment le vivre à 100%. Là, on a une distance avec les personnages qui font que c'est beaucoup plus amusant, c'est moins difficile en tout cas à aborder. Plus facile à traiter. Plus facile à traiter, oui, tout à fait. Et puis on peut traiter plusieurs personnages. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors là, le quart d'heure, donc vous annoncez le titre, dans le titre, le quart d'heure Bagnolet. Donc on est dans une région, on a changé les régions. Vous avez décidé roman policier dans le sud, oui. Littérature générale. Alors littérature générale sans définir où. Et mais on est quand même dans le Grand Ouest. On est dans le Grand Ouest. Pour celui de nous deux, oui. Pour Boutique Hôtel, on était sur une île. Oui. Voilà. Et pour effectivement le quart d'heure Bagnolet et à quel sein se vouer, là on est en plein Gard rhodanien, puisque je suis issu de cette région-là. Ça ne s'entend pas du tout. C'est vrai. Bon, je vous ai vu meilleur en termes d'accent. Là, il est un peu corrigé. Là, c'est un petit peu un petit peu une crève, comme on dit, du mois de décembre, qui fait que je parle beaucoup plus du nez que de l'accent provençal. Mais c'est une région que, oui, effectivement, quand j'ai décidé de commencer à écrire les romans policiers, il fallait vraiment connaître, me projeter dans un endroit qui m'était familier, pour justement ne pas me débarrasser un petit peu de me dire où on va placer les personnages, quels sont les endroits, etc., où les positionner. Et là, c'était beaucoup plus simple d'aller dans un endroit que je connais, alors j'allais dire parfaitement, mais bon, maintenant, j'oublie quelquefois quelque chose, mais il y a des lecteurs qui me rappellent à l'ordre. J'ai eu des messages après le quart d'heure Bagnolet où on m'a dit que cette boutique n'existait plus depuis 20 ans, mais moi, je vis sur des souvenirs. Voilà, donc les rues je les connais, je connaissais les boutiques, les habitudes des Bagnolets, et c'est vrai que pour moi c'était beaucoup plus simple de projeter une histoire dans un endroit qui m'est familier, comme ça j'arrive mieux à faire évoluer mes personnages. Et puis après ça fait partie aussi de la liberté du romancier, vous pouvez mettre des boutiques là où vous avez envie, c'est quand même l'avantage, c'est vous qui tenez le crayon. Oui, mais alors le lecteur est intransigeant.
Oui, bien sûr. Il y en a même qui m'ont demandé certains renseignements plus complémentaires sur certaines descriptions que je donnais, parce qu'ils n'y reconnaissaient pas, parce qu'ils ne se souvenaient plus. Ou alors qu'ils avaient un lien avec cet endroit-là aussi. Je me souviens très bien d'un vieux monsieur qui m'a dit qu'il avait travaillé dans un endroit que comment ça s'appelle, j'en parlais un tout petit peu dans le quart d'heure Bagnolet. Et ça lui a rappelé des souvenirs et il m'a dit, voilà, ça s'est fini en telle année, nous étions tant d'ouvriers, etc. Donc j'ai trouvé ça assez touchant. D'accord, et puis ça vous permet, alors ça c'est pour les prochains, de resituer plus précisément les bonnes boutiques aux bons endroits. Ah ben à moi de faire attention, oui. Alors vous dites le quart d'heure Bagnolet, donc ça sous-entend que le quart d'heure chez les Bagnolais c'est pas le même qu'ailleurs, c'est ça ? Alors, il y a effectivement dans le sud une dimension du temps qui est vraiment... très élastique. Très élastique, effectivement. Donc, il y a une coutume qui dit, mais je pense qu'il doit y en avoir pas mal en France, le quart d'heure Bagnolet, c'est sacré, mais un quart d'heure, c'est souvent une demi-heure. Donc, quand on va, par exemple, au spectacle à Bagnoles, eh bien, qu'on arrive en retard une quart d'heure, c'est pas grave, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il débutera une demi-heure après, je veux dire, l'heure fixée par l'annonce. Donc en fait, ils sont obligés de mettre une heure, en sachant très bien que la plupart, si ce sont des Bagnolais qui viennent, ils vont tous avoir un quart d'heure de retard. Exactement, tout à fait, oui, c'est ça. Il y a cette espèce de dimension de... Alors je ne sais pas d'où ça vient, hein. Est-ce que les gens du Sud sont beaucoup plus, j'allais dire par laxistes, mais plus lents, ou je ne sais pas, ou font les choses à la dernière minute peut-être, c'est ça aussi. Ça se retrouve un petit peu dans tout le pourtour méditerranéen, ou c'est... Enfin, je dirais, c'est dans le sud, quoi. Je pense que c'est dans le sud d'une manière générale, oui. Ce rapport au temps est pas le même que chez nous. C'est vrai que c'est peut-être dû au climat aussi. Hein. On passe peut-être plus de temps à l'extérieur, donc c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer, et donc effectivement, quand on a des rendez-vous, eh bien, il passe très souvent. Voilà. Je pense, enfin voilà, c'est une explication. Ça en vaut une autre, mais c'est ce que je pense. Bon, après, c'est vrai que pour placer ça dans un roman policier, c'est quand même bien pratique, y compris pour l'assassin. Tout à fait. On parle déjà du ressort. Non, mais là, comme ça, on imagine que le fait d'avoir ce titre qui pose le quart d'heure Bagnolet, oui, c'est qu'il doit jouer un rôle, ce quart d'heure. Voilà. Alors, il joue un rôle à deux manières. La première, c'était de ancrer le récit bien dans Bagnols-sur-Cèze et sa région. Là, c'est donc avec le titre, le quart d'heure Bagnolet. Et puis, effectivement, il y a pour l'assassin, mais aussi pour quelque chose de... Ah, j'aimerais pas trop tout dévoiler. C'est quelque chose qui va lui servir, mais qui est aussi un casse-tête pour la police. Voilà. Et pourtant, la police, c'est du coin. Même si on fait venir un super flic de Nîmes. Oui, parce que c'est le seul disponible ce jour-là, hein, parce que sinon on aurait envoyé personne d'autre. Mais c'est vrai que donc il y a Guilhem de l'Arc, qui est un flic nîmois, qui est surnommé Guilhem le Drôle, enfin de l'Arc le Drôle, pardon, parce que c'est un gars un peu bizarre, quoi, et qu'on envoie donc juste pour valider que le corps qu'on a découvert au pied d'une tour soit bien le corps d'un suicidé. Et il va rejoindre donc Muguet, qui elle est plutôt une flic donc de Bagnols-sur-Cèze, mais qui est plutôt rentre-dedans, qui est plutôt mère de famille, pas toujours aimable, pas toujours, qui est très fonceuse, mais qui est adorable, hein, finalement. Et ça va être la confrontation entre ces deux policiers, qui viennent de deux horizons complètement différents, puisque elle est mère de famille, elle a un caractère plutôt trempé, hein, si on peut dire comme ça. Et une forte personnalité. Une très forte personnalité, alors que Guilhem de l'Arc, c'est plutôt quelqu'un d'effacé, introspectif, beaucoup intériorisé, et c'est quelqu'un c'est un fils unique qui est d'une famille de professeurs, et il a vécu une partie effectivement de son adolescence à Bagnols-sur-Cèze, puisque ses parents étaient professeurs au lycée Gérard Philippe, voilà, où j'ai fait mes études d'ailleurs. J'ai essayé de faire des études. Et donc il revient à Bagnols-sur-Cèze. Vous avez fait acte de présence, c'est ça ? J'ai passé quand même mon bac, mais j'ai fait acte de présence effectivement dans les couloirs, beaucoup plus souvent que dans les classes. Et il revient là, et en fait c'était une manière pour moi aussi de me resituer dans mes années de lycéen, parce que je raconte beaucoup de choses des années 80 finalement.
Voilà, parce qu'il va comparer avec ce qu'il y a aujourd'hui à Bagnols-sur-Cèze et ce qu'il y avait dans les années 80 quand il était au lycée. Un peu comme vous quand vous retournez là-bas, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais j'aime beaucoup me promener dans les ruelles et puis et me dire tiens là avant il y avait ceci, il y avait cela. Voilà, il y avait une. Alors c'est pas quelque chose de nostalgique, hein, mais moi j'aime bien retrouver ces sensations là. Voilà. Et ces histoires parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Voilà. Comme par exemple, je sais pas si on pouvait en parler, mais la tour des célibataires. Tous les Bagnolais connaissent la tour des célibataires, une tour de 15 étages. Qui domine donc un parc où il y a un théâtre de verdure qui n'est pas du tout antique, hein, ça pas du tout. Les gens pensent que le Mont-Coton est un théâtre antique qui datait des Romains, absolument pas. Et toute cette tour, donc je ne dis pas tous les jeunes, mais énormément de jeunes sont passés là parce que c'était des petits studios ou des T1 et qu'on commence notre vie d'adulte en ayant un appartement dans cette tour-là. Et puis qu'on ne peut être que célibataire quand on vit dans un T1. On ne peut que être célibataire, tout à fait, oui. Donc voilà, je rappelle le titre de votre livre, Le quart d'heure bagnolais, tout simplement. J'ai oublié de préciser en début d'émission que c'était édité chez les presses littéraires. Les presses littéraires, oui, tout à fait, dont le dirigeant est Jérôme Fricker, et qui m'a fait confiance pour celui-ci, et puis pour le deuxième. Et puis pour le deuxième, vous nous expliquerez comment le deuxième est né. Oui. Merci Christian Dorsan. Donc on laisse place à un petit peu de lecture et on se retrouve demain pour la suite car j'ai encore quelques questions quand même. Ah, très bien. À demain. Merci. Christian Dorsan, le quart d'heure bagnolais. Marcus Patten accueillit les deux policiers sans un sourire. La poignée de main fut sèche et rapide. Il les fit entrer dans son bureau. « Je vous écoute », dit-il simplement. « Que pouvez-vous nous dire sur Paul Chanon ?» demanda Muguet. « À vrai dire, pas grand-chose. Il travaillait avec le professeur Dailly sur le traitement des déchets contaminés par bain d'acide. Ils travaillaient tous les deux sur le dosage des bains d'acide mélangés en fonction de la forme et de la densité des objets. C'était des recherches surtout dirigées par le professeur Dailly, une méthode basée sur une équation qui permettrait un dosage juste des acides et ainsi accélérer le processus de décontamination sans altérer l'objet afin de le réutiliser. L'acide provoque une porosité de la surface s'il est mal dosé. Donc, gain de temps, gain d'argent, rentabilité si le matériau est réutilisable. Que devient le déchet par la suite ? Demanda Delarc. Débarrassé de l'acide, il est reconditionné sous forme de boue compacte qui alimente, à faible dose bien sûr, le réacteur de la centrale de Marcoule, comme d'autres matériaux, le MOX par exemple. J'imagine, reprit Delarc, que ce projet devait intéresser pas mal de monde. Pourquoi un chimiste travaillant sur un projet ultra sensible vit dans un studio minable et se retrouve au bas d'une tour ? Savez-vous ce qui est arrivé à Paul Chanon pour atterrir dans un studio poisseux alors qu'il devait avoir une paye confortable ? Je ne sais pas grand-chose, à vrai dire, sauf qu'il ne faisait plus partie du personnel depuis quelques mois. Delarc fixa Patten en s'agrippant au bord de la table et en y enfonçant les doigts, une moue crispée sur le visage. « Écoutez, Patten, rangez-moi le à vrai dire ou les pas grand-chose où je pense. Et dites-moi simplement si Paul Chanon était quelqu'un d'insignifiant ou s'il cachait quelque chose pour que tous, autant que vous êtes, vous ne souhaitez pas en parler. Quelque chose de compromettant, par exemple. Tôt ou tard, nous saurons pourquoi vous vous êtes précipité au pied de l'immeuble aussitôt après avoir appris sa mort, alors qu'il ne faisait plus partie du personnel. Faites-moi gagner du temps en jouant franc jeu. » Patten observa les doigts de Delarc qui s'enfonçaient dans le bureau. Il lui semblait même que la matière du bois se déformait sous la pression. Un jeu, oui, c'était cela dont il s'agissait. Les deux policiers n'étaient pas des employés du site et il sentait bien qu'ils n'avaient aucune prise sur eux. Mentir, c'était différer la vérité. Si les policiers remontaient jusqu'à lui, il n'aurait plus de crédibilité aux yeux des autres. Il fallait suffisamment en dire pour que les deux policiers lui foutent la paix. Nous avions rendez-vous la veille de sa mort, le 30,
Il avait, disons, il détenait des documents appartenant à la société. Il devait ce soir-là me les remettre. Il n'est jamais venu au rendez-vous. Voilà pourquoi le lendemain soir, quand j'ai appris sa mort, je suis venue au pied de l'immeuble. Où étiez-vous le soir où Paul Chanon est mort ? Simple routine, souligne sans rire Muguet. J'étais à une réunion à la mairie d'Orsan pour présenter les nouvelles modalités du plan des risques du site. À chaque nouvelle loi ou remise à jour, nous devons en informer les communes environnantes. C'est juste une question de sécurité. Je suis arrivée vers 18h30 et j'ai reçu l'appel vers 20h15. À la demande des pompiers, j'ai identifié le corps, mais aucune trace de mes documents. Pourtant, vous avez dès le lendemain fouillé son appartement après le départ de la police, non ? Pardon ? Delarc ne quittait pas Patton des yeux. Il avait remarqué un tout petit détail chez le chef de la sécurité. « À voir les plis de votre chemise », continua Delarc. « Vous êtes un ancien militaire, et les chemises de Paul Chanon étaient pliées au carré à la militaire, comme la vôtre. Et, autant que je sache, Paul Chanon n'était ni minutieux ni militaire. » Patton mit le buste en avant et provoqua le lieutenant. « Avec tout le respect que je porte à votre profession, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Pour votre gouverne, je suis en relation permanente avec le préfet. Avoir le portable du préfet ne vous permet pas d'enfreindre les lois, Patton. Je ne suis pas de bagnole et je ne mange pas dans les salons de la préfecture. À votre avis, pourquoi un simple flic comme moi a été envoyé de Nîmes pour cette enquête ? Parce que j'étais le seul flic dispo un jour férié, peut-être ? Je vous laisse réfléchir. » Patton considéra curieusement Delarc. Pour lui, les civils étaient des pisse-froids qui se perdaient en paroles et n'agissaient pas. La seule réflexion qui les animait, c'était trouver une justification à leurs actes. Agir et se disculper après pour ne pas assumer. Dans la Légion, les choses étaient plus simples, plus tranchées. Les couilles molles aiment le goût du tragique, ces tragédies antiques où l'on passe son temps à se poser des questions, se déchirer et pourtant se perdre à la fin. La fin, c'est la mort, c'est le néant. Et leur tragédie consiste à se mettre en scène pour se détourner de la peur du vide et de la mort. Ce sont des peureux. Alors que la vie, c'est un véritable western. Seule la voie que tu décides d'emprunter est la bonne. Pas de perte de temps. Avoir un but unique et le défendre jusqu'au bout. Ce flic-là, pensait Patton, en regardant Delarc, est un drôle de loustique. Mais il ne l'impressionnait pas, les rigolos s'essoufflent sur le long terme. « Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, finit-il par lâcher aux deux policiers. Je suis persuadé que vous avez une multitude de choses passionnantes à faire à votre commissariat. Je vous raccompagne. » Arrivé à la porte, Patton se retourna vers ses hôtes. Paul Chanon avait en sa possession des documents, ou une clé USB qui appartient à Prémox. Je veux retrouver ce qui nous appartient. Le reste, je m'en fous. Ce qui compte, c'est de retrouver les travaux du professeur Dailly et la résolution de l'équation du dosage des bains d'acide. Si bien sûr Chanon a réellement trouvé la variante de Dailly. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.